Cette semaine, dans le balado, on fraternise avec l'ennemi, on est accusé de meurtre et on se retrouve à élever 2 enfants malgré nous. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Bordon. Salut Jeff. Salut. C'est comme... Ouais, c'est pire qu'une grossesse surprise. C'est comme une grossesse surprise de jumeaux, mais qui arrive mature. Puis, alors que là, quand ta sœur se plaque et te laisse ses enfants, c'est un autre défi. Se plaque! Mais avant de parler de cette grosse semaine de sortie cinéma, on sait que janvier va être très, très chargé. Quand même quelques tours d'horizon d'actualité. Et on avait parlé que c'était les Golden Globes dimanche dernier. Oui. Donc, Nikki Glaser qui revenait. Écoute, ça a été un bon gala, somme toute. Je pense qu'elle est vraiment très bonne comme animatrice et elle devrait revenir une 3e fois. Je dois avouer que ça fait quoi, 3-4 ans qu'on fait le balado. Quand on a commencé, moi, ça me disait rien, les Golden Globes. Je savais à peu près peu c'était quoi. Ouais. Puis même récemment, je pensais qu'il n'y avait pas tant d'entrain. Là, surtout qu'on se souvient qu'il y a 2-3 ans, on couvrait que plus personne ne le diffusait, puis ça a été repris, puis que ça allait pas bien, puis il y avait tout de la magouille ou je sais pas quoi. Oui. Puis là, sur les réseaux sociaux, puis tout, j'ai été surpris que beaucoup de gens ont suivi, plus que je pensais, là, les Golden Globes, qui est un peu un des premiers... une des premières étapes de la course aux Oscars, dans le fond. Là, je pense. Puis en fait, je dirais que c'est plus amical, plus chaleureux comme événement aussi. Ça se déroule au Beverly Hills Hilton, dans un hôtel, salle de bal où les gens mangent et boivent en même temps. C'est ça, parce que c'était là l'an dernier que Kieran Culkin avait gagné, puis il avait dit qu'il avait pris un shot avec Mario Lopez, puis tout. C'était pas aux Oscars. Là. Non, c'est plus décontracté. Vraiment. Ouais, puis Nikki Glaser à roast. Quand même, j'ai écouté son monologue d'ouverture, c'est sûr, tu veux pas... Le problème, c'est pas nécessairement d'être trop virulent envers quelqu'un, c'est plus envers un film. Exact. Fait que, tu sais, elle a parlé un peu du Smashing Machine, mais elle a pas dit que c'était un échec commercial puis tout. De toute façon, on n'est pas là pour ça. On est là pour... Est-ce que lui a été un bon acteur dedans? Ben, disons qu'elle est moins virulente que Ricky Gervais l'a déjà été. Peut-être. Mais Ricky, c'était aux Oscars? Non, c'était aux Golden Globes. Okay, ça. Donc, fait que oui, quand même, tu vas être content, toi, parce que finalement... je pense que le momentum va se placer, je pense, de One Battle After Another plutôt que Marty Supreme. J'aurais pas été mécontent de Marty Supreme. Non, mais moi, j'étais un gros fan de One Battle. Écoutez notre top 5. Mais tu sais, dans le cas de un raccourci, là, si on veut, c'est que un résumé, disons. Moi, j'étais... Marty, je le classe 2, One Battle, je le classe 1 dans mes films préférés de l'année. Eric, qui était avec nous, classe... One Battle plus en milieu, Marty numéro 1. Toi, t'as One Battle hors du top 10. Moi, c'était une déception Marty, de l'année. Je me souviens plus. T'es 2e, je pense, ou 3e. C'est toi surtout qui a une grosse différence entre les deux. Puis tu sais, je l'assume, puis je le vois sur les réseaux sociaux, sur des différents groupes de cinéma, que One Battle a été vraiment apprécié, puis oui, mais correct, t'es pas le seul à... Je pense que Léo DiCaprio, on connaît bien, mon chum Léo, beaucoup l'aiment, puis... comme plusieurs comédiennes, c'est comme peu importe ce qu'il fait, je vais aller le voir puis je vais trouver qu'il est bon. Puis d'autres, on dirait que l'attendent avec une brique puis un fanal. Là. Ah, t'es si bon que ça, puis tout. Fait qu'en puis là, je suis comme, je trouvais que c'était pas si intense, puis tu sais, fait que c'est un film qui est pas si accessible, mais peut-être qu'il jouit aussi une espèce d'aura d'élitisme, de chauvisme, de genre, si tu dis que t'aimes ça, c'est que t'as l'air de connaître le cinéma parce que tout le monde aime ça. Fait que le revers de ça, c'est que plusieurs vont dire, moi je comprends rien à ce film-là, fait que c'est de la merde. Fait que là, t'es comme, non, ça peut pas être ça. Là. On a vu, c'est ça, sur des groupes Facebook, il y en a que c'est comme, c'est n'importe quoi. C'est comme, non, tu peux pas aimer ça, mais c'est pas... Non, c'est ça. C'est pas de merde. Et je lui reconnais ses qualités. Moi, c'est une question juste d'intérêt d'histoire, mais pour le reste, je ne serais pas du tout déçu que Paul Thomas Anderson remporte des prix, mais ça s'aligne bien. Donc, quand même, One Battle a remporté meilleur film comédie. Meilleur réalisateur, meilleur scénario, fait que c'est quand même assez pesant. Mais pas meilleur acteur, c'est ça? Pas meilleur acteur. Ça, c'est Timothée? Timothée Chalamet qui a remporté pour Marty Supreme. Du côté comédienne, j'ai-tu noté, fille? On a Jessie Buckley. Jessie Buckley dans le drame. Rose Byrne dans... c'est Rose Byrne, c'est comédie, avec des guillemets, comédie noire un peu, mais ouais. Donc, je pense que ça va être vraiment entre Jessie Buckley et Rose Byrne pour meilleure actrice. Puis dans les hommes, c'est que... C'est Wagner Moura, quand même. Comédie, pour drame. Ouais, pour drame, parce que Timothée Chalamet était dans la comédie. Ouais. C'est une drôle de ligne, je c'est sais. comédie.
Je pense qu'il faudrait qu'il Tu sais, j'ai change rendu là, je veux dire, l'appellation. dans la comédie, mais Liam Neeson pour Naked Gun. Ça va être purement comédie. Donc, Et en plus, c'est comédie ou musical. Ouais, fait que des fois, la comédie musicale est full dramatique, mais t'es aussi... C'est n'importe quoi. Donc, L'Agent secret aussi, quand même, qui a remporté meilleur film international. Donc, ça se positionne bien. Donc, quand même, Sentimental Value est quand même, malgré son prix pour Stellan Skarsgård d'acteur de soutien, quand même un grand perdant, je pense. Là. Parce que beaucoup s'attendaient peut-être au moins qu'il gagne le film international, que Renate Reinsve remporte l'actrice. Ben là, à cause des doubles catégories comme ça aussi, le film a plus de nominations que ce qu'il peut avoir ce qu'il risque d'avoir aux Oscars. Là. Il peut avoir des nominations de prix technique puis meilleur film puis plein d'affaires. Ben, il peut y avoir plein de choses, c'est juste le fait qu'il n'y a pas 10 comédiens, 10 comédiennes. Exact. Ben, tu sais, je pense qu'ils vont se retrouver dans ces prix-là, mais je pense pas qu'il va y avoir la percée de reconnaissance pour les prix. Ben, tu vois, moi, je pense même pas que, mettons, Renate Reinsve va avoir une nomination. Moi, je pense qu'elle va. Moi, je crois qu'ils vont mettre 5 films américains, puis ça va être ça. Mais habituellement, ils aiment ça quand même, inclure quelqu'un d'extérieur. On verra bien. Moi, je pense qu'elle va s'y retrouver. Puis, meilleur film drame, donc Aminette. Alors, ça va être vraiment le combat entre Aminette et One Battle. Donc, ça restera à voir. Sinners a remporté musique originale et meilleure chanson. Ben là, c'est pas une surprise. K-Pop Demon Hunter avec Golden. Ben, ce qui est une surprise, c'est qu'il a gagné meilleur film d'animation. Puis c'est pas un dossier qu'on suit avec acharnement, là, mais en même temps, c'est pas une grosse année dans l'animation. Il n'y a pas de Pixar ou de Disney qui se détonne. Fait que je pense que c'est la bonne année pour qu'il se glisse. Là. Je ne l'ai pas vu. Moi, ma surprise, c'est pas parce que c'est un film de K-Pop Demon. Tout le monde... C'est pas un phénomène pour rien. Et surtout, j'ai l'impression que dans l'animation, les gens sont encore plus tranchants. Là, c'est-à-dire que un film qui génère autant de succès, c'est parce qu'il est vraiment le fun et bon. Mais c'est plus parce que c'est une production Netflix qui a eu à peine une sortie cinéma. Puis tout, c'est plus ça qui me taquine. Mais tu vois, mettons que Arco avait gagné aussi. Là, tout le monde aurait fait c'est quoi cette affaire-là? Parce que ça sort bientôt au Québec, mais ça va être limité, un film d'animation français et tout. Là, fait que on s'entend que quand c'est un Pixar ou un Disney qui gagne, on le connaît parce qu'on l'a vu en long et en large. Puis ultimement, c'est K-pop qui a eu le plus de rayonnement, même s'il n'y a pas eu vraiment de sortie cinéma, là, très peu. Non, effectivement. Puis, fait que voilà, je pense que je n'oublie rien pour les Golden Globes. Petite stats quand même intéressante. Parce que on a aussi sorti les nominations pour la Guilde des réalisateurs. Donc ça va avoir lieu le 7 février. Et là, c'est à peu près à tous les week-ends, quasiment, il y a quelque chose. Toutes les différentes guildes vont avoir leur remise de prix. Donc, meilleur réalisateur, Paul Thomas Anderson. Est-ce qu'ils font un comédie puis un drame? Non. OK. Non, fait que Ryan Coogler pour Sinners, Guillermo del Toro, Frankenstein, Jeff Safdie et Chloé Zhao. Donc, ça, c'est les 1, 2, 3, 4, 5. Je dois avouer que si on le voit aux Oscars, Ryan Coogler est un peu la wild card. Parce que Sinners a été quand même enchanté au point de vue technique. Il a surpris. C'était un peu comme on voit à l'occasion, là, le Get Out. Là, le film d'horreur qui a rejoint un public plus large que juste les fans de films d'horreur. Versus Weapons, qui a eu un gros succès, mais dans l'horreur. Ça pourrait être, dépendamment des votants, là, l'espèce de « Hey, ça pourrait être lui, là, celui que tu vois pas venir, puis que la fameuse scène de musique, puis des affaires de même qui pourrait juste, petite twist, là, faire gagner. On sait jamais aussi, là, au niveau des votants, je veux pas avoir l'air d'une défaite du oui puis du non, mais le côté afro-américain peut faire que plusieurs votants se rallient derrière lui ou quelque chose comme ça, fait que ça peut toujours surprendre. Ouais, mais tu vois, les stats, réalisateur qui remporte le Golden Globes, 70% du temps remporte le score. Oh, OK. Si tu remportes le Directors Guild, 85%. Ben, le Golden plus Directors Guild ou juste Directors Guild? Juste Director, 85%. Si tu as les deux, 90%. 9 fois sur 10, tu vas avoir le score. Fait que là, on dit que c'est très déterminant. Gagne ça 7 février. C'est pas mal réglé, je pense. Oui, puis pour ceux qui nous ont découvert cette année, là, restez avec nous dans les prochaines semaines. Si vous voulez cheater à votre pool d'Oscar, d'habitude, Pat est assez bon. Peut-être l'an dernier, il y a eu plus de surprises. Oui, un petit peu plus, mais des années que tu étais genre 22 sur 25. Je pense que je l'ai raté peut-être 4-5 l'année passée, mais pas si mal. Et pour meilleur film, la Guilde des producteurs aussi ont sorti leur nomination. Quelques surprises quand même. Donc, meilleur film en nomination, Begonia
OK, cool. Là, je vais en ordre alphabétique. F1, quand même. Frankenstein. Mais ça, c'est des producteurs. Ouais, donc ça c'est sûr qu'ils reconnaissent un peu le fait que l'ambition de F1, le tournage, le succès en salle, tout, ça fait partie de l'ensemble. C'est un blockbuster, mais c'est un blockbuster franchement bien fait. Oui, tout à fait, je suis bien d'accord. Mais je serais étonné aux Oscars, il va y avoir des nominations techniques. C'est ça. Oui, mais je serais étonné qu'ils réussissent à avoir une nomination meilleur film, qu'on verra bien. Peut-être, il y a 10 films en nomination, peut-être, là, mais... Mais il y a quand même beaucoup de gros joueurs qui ne le sont pas avec la Guilde, donc dans les films étrangers. Fait qu'on verra bien. Mais il y a Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, Sentimental Value, seul film étranger, Sinners, Train Dreams et le dernier Weapons quand même. Ouais. Aussi. Tu vois, je pense pas qu'aux Oscars Weapons va être dans... Moi non plus. Je pense mais c'est un peu aussi cette idée de succès de film d'horreur qui fait des dizaines de millions de dollars. Il y a des centaines de millions. Il a fait 100 millions? OK. Ouais. Alors voilà, et ça, j'ai pas noté la date, mais généralement, ces prix de guilde-là la guilde sont des très collés sur les gagnants être, des Oscars. Intéressant, mais mettons les pourcentages qui suivent par rapport à meilleur film doivent être pas mal plus minces. Là, genre. Celui qui a un meilleur film des producteurs, c'est... Voudrais j'aille voir, mais il me semble que c'était comme 3 fois sur 4. Là. L'année passée, je l'avais testé. C'était assez souvent. 75%, c'est quand même pas mal. Ouais, j'aurais cru que c'était un genre de 52%. Fait que t'es comme, Non, c'est assez directif. Fait que voilà pour l'actu. Bande-annonce, on vous en parle depuis quelques semaines. On a eu enfin le dévoilement de du 4e teaser d'Avengers Doomsday. On s'attendait à ce que si c'est la dernière, est-ce qu'on va voir Dr. Doom? Finalement, non. Non, effectivement. Mais on nous a montré d'autres personnages qui reviennent dans le film. Ça va me tester sur leur nom. Shuri, qui est la nouvelle Black Panther. Exact. Avec... La chose. Mais le roi de l'autre peuple. Là, genre, Namor, qui fait un retour. Namor qui est comme le méchant du 2, qui finalement, il avait réalisé que... Ils sont pas si différents. Mais le roi M'Baku, c'est ça. M'Baku, Puis là, ils sont dans le désert au milieu de nulle part, puis ils s'en vont serrer la main à The Thing de Fantastic Four. J'ai l'impression que c'est probablement partie de la séquence quand les Fantastic Four arrivent sur Terre. Peut-être qu'ils atterrissent près du royaume de Wakanda. Peut-être. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même dans la mythologie, dans la BD, Sue Storm, donc la femme de Reed Richards, la femme invisible, a déjà eu une relation amoureuse avec Namor. Ah ouais? Alors, ouais. Mais là, pas dans cette itération-là. Écoute, ça serait osé, ça serait audacieux. Ça serait tout un spectre différent, là. Nouvellement mère, puis là, les hormones qui retravaillent, puis là... où est-ce qu'il va être? Il va y avoir des petites tensions qui vont venir déranger. Ça pourrait être un beau petit clin d'œil quand même. Peut-être que ça va être un clin d'œil à Folichonnerie, puis qu'ils vont ouvrir leur couple, puis c'est tout un pan différent qui va être exploré dans Avengers Doomsday. Ouais, alors là, reste à savoir si il va y avoir une dernière bande-annonce avec Dr. Doom ou si on va attendre les sorties des films cet été. 4, à moins que, ce qui s'en vienne, c'est peut-être aussi une vraie full bande-annonce. Moi, je pense... un teaser qui mêle plus tout ce monde-là puis qui dure 2 minutes. J'ai l'impression qu'avec Star Wars, il va y avoir une vraie bande-annonce. Là. Je pense pas qu'ils vont... Oui, c'est sûr qu'il va en avoir bientôt, mais je me demandais, Star Wars est en mai, là, est-ce que genre prochainement, mais je sais pas. On verra bien. Des fois, ils peuvent nous surprendre. Voilà. Les films, débutons avec quand même la grosse sortie américaine, une suite, 28 Years Later de Bone Temple, mais cette fois-ci de Nia DaCosta et non de Dan Boyle. Oui. Américaine, mais surtout britannique en fait, coproduction, mais un petit bébé britannique à la base, c'est cette maintenant saga de 28 Time Later, je sais pas comment on l'appelle. On suit directement les événements du... on va l'appeler le premier film, mais du 28 Years Later, qui était sorti au mois de juin. Là, on est rendu là, deep dans ce que je salue, parce que finalement, c'est un film qui devient un public très précis, parce que c'est pas un film d'horreur people pleaser ou un Final Destination 4, 5, 6 que n'importe qui peut venir voir. Là. On suit directement le film d'avant. C'est comme ma parenthèse avant de parler de où on en est. Fait que, tu sais, on vise ceux qui ont vu celui d'avant. Là. Ouais. Tu peux pas vraiment arriver... non, tu vas tout faire, là, mais c'est ça, c'est sûr que tu vas haïr ça. Surtout que c'est putain des gros films d'horreur. C'est un drame d'horreur, un univers de zombies. On n'est pas loin de, mettons, un gros épisode de Walking Dead, tu sais.
fort et important, là. C'est pas un filler, tu sais. Fait que on est dans cette Grande-Bretagne qui est comme isolée, puisque c'est une île où une grande partie de la population a été infectée par l'espèce de virus zombie, rage meurtrière, etc. Fait qu'on suit quelques gens qui essaient de survivre. Et là où on avait terminé le précédent film, c'est que Spike, le jeune kid, est un garçon un peu errant qui a quitté sa tribu pour voir le monde, entre guillemets. Va se retrouver malgré lui à joindre la secte terrifiante de Jimmy Crystal, joué par Jack O'Connell, qui est peut-être même plus dangereuse finalement que l'émeute d'infectés. Un thème assez chéri du monde de l'univers zombie, c'est qu'à un moment donné, c'est les humains qui sont pires, qui luttent pour ce qui reste, qui luttent pour une domination sur les autres humains. Puis au même moment, on continue à suivre les aventures de l'étrange Dr. Kelson, donc joué par Ralph Fiennes, et ces montagnes d'os là, qu'il a construit, le fameux un peu temple, comment il l'appelle en français? Le temple des morts. Des morts, ouais, pas le temple des os. Un genre de catacombe, mais externe, qui lui va se rapprocher de l'espèce de zombie alpha super balèze, au point où est-ce que peut-être le temps ayant passé, on comprend un peu plus qu'est-ce qui est arrivé à ces fameux zombies, et son esprit scientifique est titillé par cette rencontre avec ce grand zombie alpha. Voilà. Qu'en as-tu pensé, Patrick? Écoute, moi, je dois avouer que je suis un peu dérouté par la direction que prend l'histoire, mais ceci dit, je ne suis pas négatif en soi. Je pense que si vous avez aimé le premier, vous risquez d'aimer probablement le deuxième, peut-être même plus. Là. Déjà, je vois un petit peu des commentaires passer sur les réseaux sociaux. Mais on est vraiment loin quand même de, je pense, l'intention première du premier film d'origine. Ouais, il y a 25 ans. Fait qu'on est vraiment dans une étude très psychologique, donc attendez-vous pas à des jump scares. Il n'y a pas vraiment d'attaque de zombies non plus. Oui, puisqu'on est en campagne, fait qu'il y en a très peu. Là, ça a l'air contrôlé. Donc, ouais, fait que je suis un peu dubitatif. Je suis sorti, je sais pas encore où je me situe. Je pense que, comme tu l'as mentionné, si vous y allez, vous n'avez pas vu le premier film, vous allez être complètement dérouté, là, parce qu'on s'en reprend vraiment quelques temps après la coupure du premier film. Mais je suis curieux de voir parce que dans le fond, c'est une trilogie. Ça, c'est le deuxième volet. Deuxième volet, dont on a confirmé d'ailleurs que le troisième irait en production. C'est ça, mais donc, on a eu à peu près 6 mois entre les deux films. Là, ça va peut-être l'ordre d'une année ou deux, peut-être. Moi, je pense à 2 ans. Là, ce que je voyais, c'est peut-être les meilleurs guests, c'est du 2028. Là, parce que c'est quand même... Oui, c'est des productions qui ne coûtent pas si cher, mais tu es en extérieur, tu es en nature, tu as tout ça, du tournage, de la nuit, du jour, plein d'affaires. Ça ne sera pas sur écran dans 8 mois, là. Ça prend du temps pareil. Non, mais ça pourrait peut-être quelque part automne 27. En tout cas, on verra bien. Peut-être. Je pense le plus tôt possible. Donc, je suis curieux de voir où on va aller. Je pense déjà là, sans trop de donner de spoiler, je pense que ça va peut-être prendre une direction qui va satisfaire peut-être plus les fans de la première heure. Mais ceci dit, c'est un film qui est quand même très beau visuellement. Ouais. C'est intéressant. Je pense qu'on garde l'esthétique des caméras à l'épaule d'un certain stress, des scènes un peu gore pareil. Quasiment les plus intenses viennent pas des zombies, mais des humains très sadiques, justement, là, de la gang de Jimmy C. Mais je pense qu'on laisse à Nia DaCosta le plaisir de réaliser à sa façon. Elle qui est derrière Candyman puis le mal-aimé des Marvels. Ouais, quand même. C'était un autre genre. Ouais, un autre registre. C'est ça, je l'ai dit d'entrée de jeu. Moi, j'ai eu du fun dans le visionnement. J'étais pris dans cette histoire-là, même si, ils sont un peu victimes de... On suit le petit gars, puis après, on le laisse tomber pendant 20 minutes, puis on est avec Fiennes, puis après, c'est vrai, on va retourner voir lui et où. Fait que, tu as ces deux fronts-là qui... Ça va prendre du temps avant qu'ils se connectent, éventuellement. Mais je salue ça, c'est ça. Parce que ça aurait très bien pu être une espèce de mini-série qui aurait mis quelque part. T'sais, on est rendu à Stranger Things qui fait des épisodes de 1h45. Fait que ça aurait pu se retrouver sur une série que le monde aurait écouté, coupé en deux, puis tout. Fait que je suis vraiment content que ça sorte au cinéma, puis qu'on embrasse ça, l'événement cinématographique pour ce truc à suivre. Fait qu'il y a de quoi de
d'absolument louable à tout ça. Fait que j'ai vraiment aimé ce concept-là. Mais oui, plus ça avance, je me souviens pas qu'est-ce que le précédent a fait en box-office, mais ça va réduire, c'est certain. Je pense que oui, un petit peu. Fait que content qu'il donne le feu vert pour le 3e, mais je pense que ça va s'arrêter là après, parce que là, ça va devenir trop risqué au point de vue de box-office. Puis c'est pas des films non plus que tu peux faire pour 10 millions de dollars. Là. Il y a un minimum quand même. Ouais, je pense que c'est 60 millions à peu près que j'avais vu comme budget. Fait que... Puis c'est cool de voir Fiennes, il est full investi dans ce rôle-là. Là, c'est pas un cash grab ou juste un petit rôle. Là. C'est lui qui est sur le poster. Il y a une espèce de scène super intense de rituel. Puis vraiment cool. Là. Il se donne à fond. Là. Fait que, mais je sais pas ça va être combien large ça va toucher les gens. Là. C'est là qu'on va le savoir s'il y a une écœurantite un peu de ça, si tout le monde débarque. Mais je suis très intrigué de cette sortie-là. Pareillement. Ça va être à suivre. Sinon, allons... On a cette semaine, on disait grosse semaine, parce qu'il y a la nouvelle trinité française, trois drames français qui prennent l'affiche en même temps. Donc peut-être que les salles de cinéma se disputent qui a quel film là, dans différentes villes, ou que malheureusement il y a des choix à faire. Fait que ils seront peut-être pas tous disponibles près de chez vous. Là. Exact. Donc allons-y avec peut-être le film le plus artistique du trio, L'étranger de François Ozon. Ouais, j'ai oublié de vérifier. Je l'ai regardé, c'était son combienième film? Parce que ça doit être proche de 20 films, du beau François. Quasiment un par année, il est assez régulier. Ouais, puis depuis début 2000. Ça met en vedette, c'est L'étranger, c'est l'adaptation du roman de, je pense, 42 de Albert Camus, qui était le premier roman, en fait, d'Albert Camus, puis donc un classique de littérature, mais aussi une œuvre qu'on dit inadaptable parce que c'est beaucoup de la narration là, dans le livre. Là, c'est le personnage qui parle à lui-même. Ça met en vedette Benjamin Voisin, qu'on a vu dans Les Illusions perdues et Jouer avec le feu plus récemment. Et dans Ozon a fait tellement de films qu'il reprend souvent les mêmes comédiens. Il était dans Été 85, Rebecca Marder, qu'on a vu dans Mon crime de François Ozon. Pierre Lotin, là, la nouvelle vedette un peu badass, un peu bum, c'est ça, de tous les films maintenant. Denis Lavant, Swan Arlo, plein de belles faces. On est à Alger en 1938 et Meursault, donc personnage de Voisin, un jeune homme d'une trentaine d'années, un modeste employé, très droit, va enterrer sa mère, là, donc assister à ses funérailles, mais sans manifester ben d'émotion. Puis le lendemain, il va débuter une liaison avec Marie, une collègue de bureau qui est vraiment amoureuse quasiment de son mystère qui est derrière un peu les yeux de Meursault. Puis, c'est genre son aventure va un peu commencer lorsqu'il va commencer à interagir avec son voisin Raymond Synthèse, très coloré, joué par Pierre Lotin, puis se mêler à ses problèmes entre ce qui est un homme, un amant peu recommandable, là, dans le fond, là, qui maltraite, qui bardasse ses concubines, fait qu'il va un peu se lier d'amitié avec lui puis se retrouver dans des altercations entre les Arabes et les Français. C'est un film qui est stylistiquement impeccable. On est en noir et blanc, images carrées. On recrée justement cette stylistique des films français des années 30. Fait que je pense que Ozon a beaucoup de plaisir et d'inventivité là-dedans. Je me notais à moi-même que ça a dû être long et compliqué à tourner parce qu'il y a du découpage beaucoup, le descend les escaliers, va là, s'assoit, fait ça sans qu'il y ait genre jamais de dialogue. Première heure, là, pas trop de dialogue. Là. Surtout Voisin, là, il dit rien à peu près. Là. Fait que c'est pour ça que je pense que c'est un film qui était, qu'on disait inadaptable. Je pense qu'il y avait déjà eu une adaptation des années 60. Ouais. Et mais je trouve que c'est un pari réussi du côté d'Ozon. Moi, j'ai été captivé par ce film-là, par le jeu des comédiens-comédiennes, par la manière que le montage est créé. Vraiment un beau bijou, selon moi. Oui, esthétiquement, c'est vraiment beau. Tu l'as dit, ça recrée bien les films de cette époque-là. Quand même intéressant. Ou c'est un film quand même que j'ai lu à petit budget, donc une des raisons pourquoi ils ont tourné en noir et blanc, parce que ça a été trop compliqué de tourner en couleur et de recréer l'Alger d'époque. D'ailleurs, ça a été tourné au Maroc, même pas en Algérie. Mais vraiment fascinant parce que c'est dur aussi quand même
de s'identifier au personnage qui est très abstrait. Qui est clairement sur le spectre de l'autisme. Là. Ouais. C'est juste que... lancez-moi des roches si on dit pas ça, là, mais je veux dire, c'est juste qu'à l'époque, on connaissait pas ça, mais je veux dire... je sais pas. En même temps, je n'ai jamais lu Camus, mais j'ai essayé de décoder un peu l'œuvre et tout ça parce que ça m'habitait quand même un peu, puis... Je pense que ça se voulait un personnage qui représente juste... Je pense que l'étranger est double ici, où c'est le français dans un pays arabe, mais en même temps un humain sur la terre qui n'est pas capable de rentrer en relation, qui est très dans son esprit. Mais que pourtant... Une femme est amoureuse, un voisin veut dire « Hey, t'as l'air smart, t'as l'air d'un bon Jack » puis tout, fait que peut-être qu'on apprécie justement sa forme de silence qui est réconfortante. Il y a un peu on les voit pas mener une belle vie super longtemps, mais ce côté très vieux jeu de l'homme qui dit rien puis qui est juste comme un pilier, fait que c'est peut-être ça qu'ils voyaient en eux. En plus, sa silhouette de grand avec des grosses épaules, mais élancée et tout. Super casting. Et je pense que toute l'absurdité du roman et l'écriture de Camus prend son sens avec la scène du procès, là, où justement... finalement, est-ce qu'il se fait condamner pour avoir tué un homme ou juste pour être ce qu'il est, finalement? Ouais, c'est ça. Fait que non, vraiment, si vous aimez le cinéma d'atmosphère, d'ambiance, je pense que l'étranger va vous satisfaire. Oui, je pense que ça va avoir quand même un bon succès dans les salles. Il n'est pas partout, sur tous les écrans, mais donnez-vous la chance, c'est du bon cinéma, ça. Et je suis allé voir, donc c'est son 24e film quand même, François Ozon. Et L'étranger, c'est un des romans francophones les plus lus dans le monde, après Le Petit Prince quand même. Mais je pense qu'il est beaucoup aux études et tout ça. Ouais, on lit moins aux enfants que Le Petit Prince, d'après moi. Je pense que... en plus, je me suis fait avoir, j'avais lu... Initialement, le film devait prendre l'affiche cet automne, en novembre, puis conjonction en tout cas, trop plein de dates, entonnoir. Le distributeur ici l'a repoussé comme ça au début de l'année. Puis j'avais loué un roman graphique, je savais pas qu'il y avait une adaptation de j'ignore qui, ça doit être français aussi. Puis j'ai manqué de temps pour le lire, j'ai retourné à la bibliothèque, je me suis dit, hey, on était, mettons, fin octobre, puis j'ai le temps, je le relouerai pendant les fêtes, complètement oublié, puis je pensais la semaine passée, j'ai fait, le film sort, bon ben... Too bad. Ça n'aurait pas changé grand-chose. Parce que je l'ai lu, le roman, il y a plusieurs années. Là, il y a quasiment 10 ans. Fait que je voulais me remettre dedans pour comparer, mais bon. C'était un vœu pieux, moi, penser lire plein de livres. Penser lire avant le film, là, ça n'arrive pas si souvent. Bon, quel autre film français? Allons-y avec Les enfants vont bien de Nathan Ambrosioni. Oui, 3e film. Un jour sera sûrement à son 24-25e aussi. Et qui a juste 26 ans. C'est ça, il a commencé très jeune, puis il nous envoie un film aux 2-3 ans. Là, c'est son 2e avec Camille Cotin, et en fait, il l'a écrit pour elle. C'est sa nouvelle muse, j'imagine. On retrouve aussi Monia Chokri, qui en fait a eu une grosse année 2025 en France. C'est son 3e rôle secondaire lesbien LGBTQ. Il y a eu des preuves d'amour. Puis il y a Love Me Tender qui va sortir au printemps ici au Québec avec Vicky Krieps. Un soir d'été, Suzanne, accompagnée de ses 2 jeunes enfants, on écoute dans 5 puis 8 ans à peu près. Là. Y a-tu 10 ans le garçon? Non, pas tout à fait. C'est ça, du jeune enfant rend une visite impromptue à sa sœur Jeanne, donc jouée par Camille Cotin, qui est un peu prise au dépourvu. Elle a une vie plutôt rangée, elle, fait que là, ok, tu débarques de même, ça fait longtemps qu'on s'est vu, mais ouais, viens-t'en. Puis là, le lendemain matin, sa sœur est partie. Elle a dit, on va sans laisser aucune trace. Ouais, elle a laissé une note, je pense. Ouais. Puis là, elle va voir la police. Là, elle dit, tu sais, dans le fond, elle laisse les enfants avec vous, pas vraiment portée disparue. Je pense qu'elle vous les confie, fait que... Démerdez-vous. Bonne chance. Fait que là, elle se retrouve comme ça. Elle qui, justement, sa dernière relation a été mis fin, qui était avec le personnage de Monia Chokri, parce qu'elle ne voulait pas avoir d'enfant, pas fonder de famille. Là, elle n'a pas le choix d'aller vers son ex pour lui dire, là, j'ai un peu besoin d'aide, il faut que j'aille travailler, j'ai de la paperasse à faire, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait que ça va aussi créer cette tension-là autour d'elle, de genre, là, finalement, on s'est laissé parce que je voulais pas te donner une famille, puis là, je me retrouve un peu avec une famille, fait que tu penses que ça pourrait marcher, nous autres? Fait que c'est super beau et c'est lumineux à sa façon. C'est pas du tout misérabiliste, là. C'est juste qu'il y a une forme de mystère. Elle va-tu retrouver la sœur? Pourquoi elle abandonne ses enfants? Qu'est-ce qui conduit à faire ça?
on est un peu aussi dans la thématique 2025. On a discuté dans notre top 10 de l'année, qui est une forme de rétrospective de l'espèce, c'est pas l'épuisement professionnel, mais l'espèce de crise de charge mentale de la maternité. Sa sœur qui semble élever les enfants seuls, là, le père populaire dans le décor. Là. Ouais. Fait que, bref, une thématique contemporaine ici. Moi, j'avais bien aimé son précédent, Tourner en famille, de Nathan Ambrosioni, qui était un peu plus dans la comédie dramatique. Ici, on est vraiment dans le drame, là. Fait que... Ouais, puis que c'était un côté de avoir beaucoup d'enfants, les élever seuls, mais les désirer, puis les aimer, puis leur donner de l'autonomie dans la vie. Là, elle a subi des enfants, que, ouais, c'est neveu-nièce, mais c'est comme... Moi, je vous achète... Elle leur achète même pas un cadeau à Noël, elle les voit ou 2 ans peut-être. Là, c'est une famille non soudée, finalement. Oui, mais très bien portée. Donc, Camille Cotin, toujours formidable. Forme une bonne paire, même si on les voit très peu à l'écran, avec Juliette Armanet, quand même, qui joue sa sœur. Ouais. Et la ressemblance, elle est vraiment bonne. Elle a été bien choisie. Je vais y revenir là-dessus. Excusez-moi. Et les jeunes comédiens aussi, quand même, font bien le travail. Là. Parce que aussi, ils se posent des questions. Là. À un moment donné, elle revient quand, maman? Ben là, on est rendu avec toi, puis éventuellement, l'école va recommencer, puis la vie continue. Là, donc, on est vraiment dans, quand même, le film de dialogue. Il se passe quand même pas beaucoup de choses en termes de rebondissement. On n'est pas du tout dans le mystère. C'est pas de chasse à l'homme. Là, exact. Fait que, si vous aimez ce genre-là, film bavard, mais quand même de très bons dialogues. Et moi, ce qui me surprend de Nathan, je mentionnais le réalisateur, l'écrivain, 26 ans, et quand même en 2 films, réussi à écrire pour des femmes d'âge mûr, quand même. Camille Cotin qui approche la cinquantaine. C'est quand même extraordinaire. C'est rare qu'on voit ça quand même, là, quelqu'un d'aussi jeune, d'être capable d'écrire des rôles crédibles pour des femmes plus matures. Ben, puis c'est un cinéaste à suivre. Puis on voit vraiment sa progression. Là. Les drapeaux de papier, c'était en 2018-19. Là, il y a eu un petit break pandémie. Tony en famille, c'était peut-être plus 23. Ouais. Il sort toujours 1 an plus tard ici. Puis là, il a l'air sur une lancée. Là, fait que je sais pas ça va être quoi. Il doit avoir un prochain projet dans les cartons déjà. J'imagine. Mais en tout cas, si jamais vous voulez en savoir plus sur le film Les enfants vont bien, j'ai eu la chance de discuter avec Nathan Ambrosioni. Entretien super intéressant, vraiment sympathique. Puis justement, parle de la genèse du projet. Justement, tu l'as mentionné que ça a été écrit finalement pour Camille Cotin, parce que en cours de route d'écriture, il y avait quand même certaines difficultés. Puis c'est lorsqu'il a tourné en famille et qu'il a appris à connaître et se lier d'amitié avec Camille Cotin, finalement, qui s'est remis à l'écriture du projet avec elle en tête. Et c'est Camille Cotin, en fait, qui a fait découvrir Juliette Armanet à Nathan, qui est allé assister à un concert de Juliette avec Camille, qui lui a présenté. C'est une chanteuse? C'est une chanteuse à la base, oui, c'est ça. Et très populaire, honnêtement. Nous, on l'a découvert l'été dernier dans le film Partir un jour, la comédie musicale française. Ouais. Donc, c'est un visage qu'on commence à voir plus du côté cinéma, mais petite anecdote, lorsque j'ai pris l'avion l'été passé pour aller en voyage, donc avec Air France, il y a son concert qui est disponible dans l'avion, et je l'ai écouté quand même un peu pour voir, puis non, c'est genre un stade là, qui a rempli là, avec 30-40 000 personnes, là, c'est énorme. Mais c'est nous, quel genre de musique, de la pop? Ouais, petite pop d'auteur un peu, là, pas trop électro, là, mais non, très bien. Alors voilà, pour les enfants vont bien, fait que l'entretien est en ligne déjà sur monciné.ca. Super. Un autre film qui génère beaucoup de buzz pour un comédien de chez nous, c'est Nino de Pauline Locesse. Ouais, avec Théodore Pellerin qui est rendu une vedette internationale. Ouais. Il joue en anglais, il joue aux États-Unis, il joue en télé, au cinéma, en France, au Québec. Ben là, je pense que les portes sont grandes ouvertes en France avec ce film-là. Là. Tout à fait. Nino, qui est le rôle-titre. Nino vient d'apprendre qu'il est atteint d'un cancer de la gorge. Assez plate. Puis il apprend ça genre le jeudi ou le vendredi, là. Fait que là, le diagnostic tombe, il va avoir 29 ans bientôt, puis ils disent, t'es jeune, on peut faire ça rapidement. Lundi, on commence les traitements de chimio. Mais là, en fin de semaine, t'as 3 jours pour congeler ton sperme, si tu veux un jour peut-être avoir des enfants, parce que ça se peut que la chimio te rende stérile. Puis, il faudrait que quelqu'un t'accompagne, une personne de confiance, pour ton premier traitement, parce que ça va être rough. Sauf que là, il est un peu dans une situation de jeune adulte qui vit un peu seul dans ses affaires, fait ça va le confronter à comme
penser à son passé, à son futur, à se trouver des balises, des repères. T'sais, d'entrée de jeu, il sait pas qui va venir avec lui. Fait qu'il va aller voir sa mère, mais il ose pas lui avouer. Il va aller voir des amis. Fait qu'au début, il dit à personne. Il va retrouver une vieille amie du secondaire. Fait que ça va le mettre vraiment dans une... Ben pas une course folle comme l'histoire de Suleiman, là, mais il devient errant pendant quelques jours, sachant que cette espèce de deadline-là va commencer, puis ce grand défi-là. Puis ça donne un film qui est pas non plus mélodrame ou larmoyant, qui est assez lumineux, parce que lui aussi, il est comme knock-out, là, genre, il est étourdi de tout ça, puis je pense qu'il le réalise pas encore, là, ce qui est un peu comme quand quelqu'un, c'est une drôle de parenthèse, là, quelqu'un a un malaise ou quelque chose, puis là, ce qui d'un cours d'ambulance, là, de premiers soins, de premiers répondants, prends quelqu'un puis donne-lui une mission, genre toi, t'appelles le 911, ou des fois, si quelqu'un est trop en panique, tu dis va me chercher une débarbouillette humide, même si tu n'as pas besoin, comme ça personne n'a focus sur quelque chose, puis ça sort du drame. Ben, il est un peu de même, il y a vraiment ces tâches-là à faire, mais on dirait que ça le sort de sa tête un peu, puis il faut qu'il focus là-dessus. Puis ça a l'air super facile de donner son sperme puis tout, mais je pense que c'est qu'il y a comme pas s'il y a pas de il est pas très excité, quoi que ce soit, ça fonctionne pas. Il s'embarre en dehors de chez lui aussi, fait que là, il se retrouve encore plus dans Dèche, sans mauvais jeu de mots. Fait que, bref, ton appréciation de Nino. Ouais, mais j'ai trouvé l'histoire, l'angle super intéressante. Cette espèce justement d'attente, de moment d'attente avant de débuter tes traitements ou que tu l'as dit, tes repères sont un peu perdus. Donc, on le suit errant dans Paris, tout ça, au fil des rencontres. Fait qu'il y a un petit côté un peu Richard Linklater, je trouve, dans l'approche de Pauline Locase. Donc, il faut se saluer aussi que c'est son premier long métrage. Oui. Donc, très prometteuse parce que tu l'as dit, c'est... je pense que c'est très bien écrit, très réaliste. Justement, c'est pas larmoyant, on n'est pas dans le misérabilisme non plus. Personnage qui se croit, porté par Théodore Pellerin, qui est encore magistral. C'est sûr qu'il c'est un acteur avec beaucoup de retenue, mais juste par ses yeux et son ton de voix réussit à passer plein d'émotions, je trouve. Vraiment un drôle de comédien quand même. Donc, fait que si vous appréciez ce genre de drame humain... les nominations des Césars sont pas connues encore. Ça va être 28 janvier, je pense. Ouais. Mais Espoir... moi, ça va être meilleur premier film aussi. Ils ont ça, les autres. Mais je sais pas si lui peut être Espoir. Je pense que oui. Ben, c'est parce que je sais pas s'il a déjà eu la nomination pour une... Des fois, ils l'ont plusieurs fois. C'est ce qui est assez bizarre dans leur système. Je pense que c'est 2 fois maximum. 2 fois, Parce que c'était-tu Raphaël Quénard qui l'avait eu 2 fois? Ça se peut. Mais je pensais surtout à meilleur premier film pour elle. Ils ont ce prix-là. C'est sûr qu'elle va être en nomination. D'ailleurs, Théodore Pellerin avait gagné le prix de la critique à Cannes quand même. Ah ouais, OK. Gros prix. Puis je sais que là, avec Unifrance, il est dans les 10 acteurs à surveiller. Donc, je pense que ça y ouvre les grandes portes du cinéma français. Il va y avoir plein de locations numériques de ces films québécois outre-mer. Prochainement. Et à noter quand même que le film est dédié à Romain et en fait, c'est une amie de Pauline Locase, la réalisatrice, qui était décédée d'un cancer à seulement 37 ans. Alors, ça a été justement le début de cette histoire-là. Elle avait senti le besoin d'écrire, de mettre ça sur papier. Mais il s'est accouché de ce tendre film très intéressant. Petit clin d'œil, des fois, j'aime bien mentionner. Dans mon souvenir, ça dure genre 1h30, 1h35. Ouais. C'est assez court, c'est vraiment efficace. C'est un super bon film. Alors, je te laisse déferler. Oui, c'est ça. Autres. Plusieurs autres sorties. Écoute, il y en a que... Je pense qu'il y en a juste une que j'ai vue. Capitaine de William Manzolini-Valin. C'est un film de québécois / Première Nation. On est sur la Côte-Nord dans les années 90. Ma décennie à moi. Hein, toi, tu as des années 80. On est au retour d'un voyage de père en haute mer. Capitaine de son nom apprend que sa fille Mia s'est enfuie de leur communauté Innu pour aller vivre à Montréal. Alors sa femme le supplie d'aller la chercher. Fait que le pêcheur va prendre la route vers la métropole. Puis tout au long de son périple, il va repenser à Mia, avoir de nombreux souvenirs d'elle. Notamment son refus de reprendre l'entreprise familiale et elle qui souhaite plutôt justement quitter la réserve avec son petit ami. Fait qu'il y a une thématique qui nous rappelle le Kwesipan d'il y a quelques années j'ai oublié, mais en tout cas, qui venait du livre de Naomi, Canapé Fontaine, Naomi, je sais plus. Avec Étienne Gallois.
Ça aborde donc c'est ça, le déchirement entre la tradition et la modernité. Et le cinéaste est d'origine Innu. Alors, il y a des extrêmement bons instincts visuels pour exploiter le panorama de la Côte-Nord qu'on voit très, très peu au cinéma. Je dirais pas jamais, ça a dû arriver avec le temps, mais vite de même, j'ai pas de film en tête qui se passe à la Côte-Nord. Sortie plus large pour aucun autre choix, donc No Other Choice de Park Chan-wook. On a manqué de temps cette semaine, on n'a pas encore vu le film, mais c'est sûr qu'on va en reparler parce qu'il va être des nominations des Oscars et c'est un film qu'on a tous deux très hâte de voir. Au même titre, petite parenthèse, Hamnet, qu'on n'a toujours pas vu, devait avoir une sortie étendue le 16, donc ce vendredi. Finalement, le distributeur repousse ça au 23. Okay. Pourquoi? Parce que le 22 sort les nominations des Oscars, le jeudi 22. Hamnet vient de remporter des prix d'interprétation, plein de nominations, fait que c'est certain qu'il va y avoir des nominations acteurs, actrices, films, scénarios, maison. Fait que... en ce sens, pour ça que le 23, ils vont essayer de refaire un push un peu plus large pour ce film qui avait eu une drôle de sortie timide en novembre, puis je pense que ça n'a pas marché aussi fort qu'ils voulaient. Écoutez, c'est peut-être à chaque année, il y en a un peu, une espèce de drame qui touche des cordes sensibles, qui rejoint, qui gagne des prix, mais que finalement, les gens vont pas tant consommer en salle. Fait que peut-être que là, à l'approche de qu'on réalise à quel point il est un film pertinent dans l'année, là, peut-être que ça va y redonner une meilleure vie. Fait que ça sort le 23. En sortie limitée le 16 et en sortie un peu plus large la semaine prochaine, Dead Man's Wire, la corde au cou de Gus Van Sant, que moi j'associe beaucoup à Elephant, parce que ça avait beaucoup marqué, ça avait gagné, je pense, la Palme d'Or à ce moment-là, sur les tueries dans les écoles. Ouais. Mais il en a fait du film, mon bon Gus, dont Good Will Hunting. Bien sûr, son grand succès. Ouais, Milk aussi. Ouais. On est ici inspiré d'une histoire vraie, l'enlèvement en 1977 à Indianapolis d'un puissant banquier qui s'est mis à fasciner l'Amérique. Le kidnappeur considérait qu'il s'était fait avoir dans un deal puis un peu immobilier puis qu'il avait perdu toute sa fortune et tout. Puis c'est un homme bien normal, là, un homme du peuple, là, dans le fond. Fait que il kidnappe finalement le fils du propriétaire de la compagnie. Il va y mettre une espèce d'un harnais de métal autour du cou, accrocher un shotgun, puis le faire sortir de la banque comme ça, puis l'amener chez eux où il va essayer de négocier, entre autres, pour avoir tout son argent, puis pour avoir des excuses officielles du Big Boss. Donc, ce gars-là qui séquestre, cette espèce de héros, puis qui va devenir un peu... c'est ça, un genre de héros hors la loi pour le public. Parce qu'il va contacter l'animateur de la radio populaire, puis demander une entrevue exclusive, puis un peu discuter avec lui pendant ces quelques jours-là où il tient l'autre en otage dans son appartement. Au générique, Bill Skarsgård joue ici le kidnappeur. Dacre Montgomery, qui est un visage qu'on a vu plus dans les films d'action, le remake des Power Rangers, puis ça fait de même, joue le fils, justement, ce banquier-là qui se fait enlever. C'est Al Pacino qui joue le Big Shot, qui est excellent dans le film pour les quelques scènes où il est là. Il est en Floride, il est à distance, puis lui, il est comme, moi, je négocie pas avec rien. Même insensible au fait que c'est son fils qui a un gun pointé de sa nuque pendant quelques jours. Et Coleman Domingo, toujours charismatique, qui joue cet animateur vedette de radio. C'est l'esthétisme des années 70. Gus Van Sant est un cinéaste d'expérience. C'est un film qui va être distribué en anglais avec sous-titres français. Comme on dit à chaque semaine, on est dans une mer de sorties et tout. Fait que je pense pas que ça va être un truc grand public très très large. Si vous avez la chance de l'attraper, amateur de cinéma américain et de films... de suspense un petit peu avec une petite épice spéciale quand même dans le film. Alors, je recommande Dead Man's Wire, la corde au cou. Cette semaine sort très largement le comédie animé canadienne Charlie l'Ultra-Chien, Charlie the Wonder Dog, avec la voix originale de Owen Wilson, mais je n'est pas particulièrement brandé en français, là, c'est pas Antoine Pilon, là, des comédiens d'expérience. Un garçon timide fait équipe avec le chien de sa famille, doté de super pouvoirs afin de contrecarrer le plan d'un chat qui veut détruire l'humanité. Alors, classique affaire des animaux gentils et méchants. Le chien est pas mal toujours le gentil, le chat le vilain. L'inverse est plus rare un peu, mais ça doit arriver. Je pense que c'est assez pour cette semaine. La semaine prochaine, on va faire relâche car tu seras à Unifrance justement pour faire plein de sympathiques entrevues pour le site internet et le magazine Mon Ciné. Exact. C'est des entrevues papier, pas de balado.
Mais gros programme quand même. 27 entretiens en 4 jours. C'est de la pure folie, c'est ça. Ça va déferler. Il sort quand même au grand écran. Je mentionne Reconnu coupable, Mercy, thriller d'action de sci-fi avec Chris Pratt et Rebecca Ferguson. La sortie plus large de Testament of Anne Lee, qu'on n'a pas parlé, mais il y avait eu quelques nominations Golden Globe. Je pense que du côté de Searchlight, on espère en avoir aux Oscars aussi. Le drame français Regarde, que tu as vu. Oui, que j'ai eu la chance de voir. Et Hamnet, comme je disais, en sortie un peu plus large. Les nominations des Oscars seront le 22. Donc, nous, on se retrouve le 30 janvier. On essaiera de rediscuter de plusieurs de ces films, plus les sorties du 30, dont le très attendu et très sexu Folichonnerie d'Éric Kaboulian, qui a eu son visa de 16 ans et plus. C'est rare qu'on voit ça. Il est allé all-in, full frontal. D'ailleurs, on aura aussi un épisode spécial où on s'entretiendra avec Éric et Catherine Chabot. Ouais. Fait que l'année repart en force. Fait qu'on fait, c'est ça. On fait relâche une semaine, mais on n'est pas en congé. Pour nous contacter, écrivez-nous au balado@commercialmonciné.ca. Suivez Magazine Monciné sur Facebook et Instagram. Procurez-vous gratuitement le Magazine Monciné avec Catherine Chabot en couverture, justement, qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Et pour lire tes différents entretiens, dont celui avec Nathan Ambrosioni, visitez le monciné.ca. Sur ça, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn, et si jamais vous décidez de tout plaquer là, incluant vos enfants, on vous jugera pas, promis. Et moi un peu.